Bienvenue au Liberté Living Lab et à cette deuxième édition du LLL Live. Moi, je suis Élodie Desbas, donc je suis UX designer au sein du Liberté Living Lab depuis 2 ans maintenant. Et pour ceux qui connaissent pas le Liberté Living Lab, c'est d'abord un lieu là où on est qui accueille des startups, des entrepreneurs, des acteurs publics, des chercheurs de la tech for good. Mais c'est également une équipe dont moi je fais partie qui accompagne des projets du secteur privé, du secteur public, toujours sur l'innovation technologique à impact. Et bien aujourd'hui, nous, ce qu'on voulait faire dans ce LL Live, c'était revenir sur un projet qu'on a fait il y a maintenant, ça va faire 1 an et demi, 2 ans. C'était on a commencé, c'était février 2019, toute la préparation, etc. Et jusque un peu la synthèse en début 2020. Donc c'était un projet avec l'agence régionale de santé d'Île-de-France. Et du coup, avec moi ici pour en parler, y a Romain Hellman, justement, qui est responsable du département des soins non programmés. Est-ce qu'on peut dire urgence ou c'est un peu... Tu peux dire ce que tu veux, okay. Urgence, voilà. Je suis polyvalent, ouais. Le vrai mot, c'est le soin non programmé, mais peut-être que je dirais urgence, le mot populaire. On a aussi Julien Muresianu. Donc lui, il est fondateur de Jalgos. C'est une entreprise qui est spécialisée en data science, machine learning et intelligence artificielle. Et Jean-François Desnaux, qui était à l'époque, aujourd'hui, il est co-dirigeant du Liberté Living Lab, mais à l'époque, il était au Lab Santé, et avec qui on a piloté justement ce projet ARS, et accessoirement, tu es médecin. Il est même professeur. Hein. Voilà, professeur. Je ne vais pas faire la liste de tous ces... il a une fiche Wikipédia. Voilà. Mais je les laisserai se présenter... Est-ce que vous avez des fiches Wikipédia Non, désolé, moi non plus. Du coup, je les laisserai se présenter peut-être un peu plus en détail. Mais pour revenir sur ce projet ARS, donc c'était en 2019. On l'a copiloté donc avec le Lab Santé et du coup le Liberté Living Lab. L'idée c'était d'investiguer un peu la faisabilité d'un outil de prédictibilité des flux aux urgences. Donc savoir à un instant T, dans 1 mois, 2 mois, un trimestre, combien il pouvait avoir de personnes qui allaient arriver dans ces urgences. Non, donc service des soins non programmés. Ce projet il s'est fait en 3 temps. Déjà parce que un peu le summum, le moment fort de ce projet, c'était un sprint de 3 jours qu'on a appelé Datathon parce qu'il y avait c'était un mix entre une approche design et data scientist et designer travaillaient ensemble en même temps que des professionnels de santé. Il y avait l'ARS qui était présente, etc. Donc ça c'était vraiment le moment fort, mais avant ça il y a eu beaucoup de travail. Je pense que Julien en parlera. Déjà une première phase. Je ne sais pas si vous êtes tous un peu familiers avec l'approche design. Si je peux l'expliquer un peu rapidement, moi qui est designer, pour moi le design c'est vraiment résoudre des problèmes, trouver des solutions, mais en partant du terrain. Il y a toujours dans l'approche design, c'est aller sur le terrain, faire des interviews avec les utilisateurs, des tests d'interface, etc. Et donc là c'est exactement ce qu'on a fait. Avant de se lancer dans ce sprint, on a d'abord fait une session d'idéation pour recueillir un peu les besoins des urgentistes, du personnel hospitalier, pour commencer à cadrer un peu quels étaient les soucis et comment ensuite on allait pouvoir aiguiller le travail des data scientists. Où est-ce qu'ils allaient pouvoir chercher pour trouver quoi, pour résoudre quel type de problème. Donc il y a eu cette première phase de récupération des besoins. Et ensuite, Julien en parlera, il y a eu une énorme phase, je pense que ça a été 6 mois, 6 mois de préparation, de trouver les bonnes bases de données, les anonymiser, etc. Parce qu'il y avait aussi un gros travail que Rudy Cambier, qui est co-dirigeant du LLL, a porté avec la CNIL, parce qu'il y avait un gros point sur les données de santé. Et
Ensuite, en novembre 2019, du coup, là, il y a eu ce sprint de 3 jours, où encore, on a refait une approche, vraiment une approche de design. Il y avait à peu près entre 60 et 70 personnes. On dit 100, mais je pense que c'était, je sais pas si c'était la vérité, vraiment 100. Moi, je dirais entre 60 et 70 personnes par jour. Et voilà, urgentistes. Pardon ? L'ARS dit toujours la vérité, je vois pas ce que tu sous-entends. Je sais pas, moi, j'ai regardé dans les fichiers des participants, c'était plutôt autour de 60. Mais voilà, on avait identifié en amont des défis, des défis de conception, des défis data. Il y avait des groupes qui avaient été constitués d'une dizaine de personnes, et dans ces groupes, il y avait un designer ou deux, des data scientists et du personnel hospitalier, des urgentistes, des personnes du SAMU, etc. Donc dans chaque groupe. Et vraiment, le premier jour, l'idée, ça a été on avait les grands besoins, les grandes problématiques, mais le premier jour, ça a vraiment été d'aller creuser en profondeur ces besoins, leurs irritants, pour bien comprendre ce qu'on allait devoir résoudre. Parce que le but, c'était d'un côté faire parler toutes ces données pour voir s'il y avait un potentiel de prédictibilité, de se dire est-ce que dans les données, pareil Julien en reparlera, mais on avait pris les données de la préfecture de Paris, les données des hôpitaux, leurs historiques de passage au service des soins non programmés, etc. Est-ce que dans ces données, on voyait qu'il y avait des potentiels de prédictibilité ? Et de l'autre côté design, c'était aussi de concevoir ce dashboard pour qu'il ferait parler ces données qui seraient accessibles au personnel hospitalier, aux urgentistes. Voilà, donc le premier jour, ça a vraiment été de bien détailler ses besoins. Et ensuite, le jour 2 et le jour 3 de ce sprint, ça a vraiment été de faire des ponts entre data et design, et au fur et à mesure d'arriver d'une espèce de draft de dessin d'interface à la fin une maquette qui a été présentée lors du sprint devant un jury, et avec à chaque fois beaucoup d'aller-retour entre des présentations aux utilisateurs finaux, donc les urgentistes, les membres du SAMU, et de l'itération pour à la fin avoir un produit, un outil qui répondait vraiment à leurs besoins. Bien sûr, c'était une vision idéale qui nécessitait encore, en 3 jours, on ne peut pas arriver à quelque chose de parfait. Mais voilà, l'idée, c'était d'avoir une première brique à casser. Voilà un peu pour, si je peux dire quelques mots dans le projet, on va y revenir plus tard. Mais je propose du coup de laisser la parole à chacun pour vous représenter. Je vous ai présenté brièvement, et peut-être qu'on peut commencer par toi, Jean-François. Donc voilà, les présentations, je pense, globalement sont faites. Ce qui est important, et ma tâche aujourd'hui, c'est de préciser quels étaient les enjeux. Parce que quand on commence quelque chose, je pense que la première chose à faire, c'est regarder un petit peu les enjeux. Alors les enjeux sont très très importants. Pourquoi ils sont très importants ? Parce que ça va toucher toute ta chaîne des soins. Et donc, en conséquence, il faut bien regarder un petit peu toute cette chaîne avant, finalement, de voir un petit peu comment on va impacter tout ça. D'abord, si vous voulez, il faut regarder les choses de haut, c'est-à-dire comme le voit l'ARS, c'est-à-dire l'ARS doit programmer, comment dirais-je, sur plusieurs mois, l'activité de façon de soins, et donc donner un certain nombre de directives aux hôpitaux et en ville. En conséquence de quoi, finalement, elle a besoin d'avoir un tableau de bord, mais un tableau de bord plusieurs mois à l'avance, c'est-à-dire forcément un tableau de bord avec des indicateurs dont la robustesse va être naturellement plus faible que quand on va s'intéresser, comment dirais-je, directement au service d'urgence, où là, on aura besoin d'indicateurs dans les 8 jours à peu près. C'est-à-dire que donc il va falloir trouver des indicateurs qui vont permettre à l'ARS finalement de programmer mieux la manière dont elle va organiser les soins dans la région. Donc voilà, donc des premiers indicateurs, donc des premiers enjeux, c'est comment aider l'ARS de façon à mieux prévoir ce qui va se passer dans les mois qui vont venir. Ensuite, les deuxièmes enjeux vont naturellement toucher toute la chaîne de soins. C'est-à-dire que là, on aura besoin, comment dirais-je, de prédiction
qui vont être naturellement beaucoup plus proches, mais pas trop proches non plus, parce que si, comme on dit, on prédit à 24 heures, c'est pas très intéressant finalement, parce qu'on ne pourra pas faire grand-chose en 24 heures. Donc il faut déjà trouver des indicateurs autour de la semaine, de façon à pouvoir se retourner. Si c'est un petit peu, si c'est au mois, c'est encore mieux, mais finalement, on sait bien que la robustesse va diminuer, sitôt qu'on s'éloigne un petit peu des événements. Donc en fait, les enjeux, ça va être naturellement pour les services d'urgence, hein, c'est évident, mais en amont et en aval. C'est-à-dire que pour un service d'urgence, c'est très important pour pouvoir s'organiser, organiser donc ses ressources humaines, savoir quand est-ce qu'il va falloir mettre le paquet, quand est-ce qu'on pourra laisser partir les gens un petit peu en vacances pour se reposer. Donc, tu as une programmation des ressources humaines, programmation aussi globalement un petit peu de voir un petit peu quels vont être un petit peu ces événements et puis parer à ces différents événements. Mais en même temps, de toute façon, on est aussi en amont, hein, c'est-à-dire c'est un enjeu naturellement pour les médecins généralistes. C'est un enjeu, comment dirais-je, aussi pour un certain nombre de spécialistes en fonction des événements qui peuvent arriver. Et puis c'est aussi un enjeu, comment dirais-je, important en aval, parce que si on n'arrive pas à bien voir ce qui passe au niveau des urgences, ça va, comment dirais-je, déborder un petit peu quand les malades vont sortir, ça va déborder, comment dirais-je, sur l'hôpital. Et donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'actes programmés qui vont devoir potentiellement être déplacés. Hein, vous avez bien tous vu de toute façon ce qui s'est passé avec Covid-19. Donc on voit très bien qu'il faut organiser, ça peut même aller jusqu'au plan blanc, hein, on l'a vu. Donc comment organiser un petit peu tout ça? Donc ça veut dire que si on arrive à bien programmer ce qui passe au niveau des urgences, ben, on aura forcément beaucoup moins de problèmes en aval, en sachant que ben, l'aval c'est quand même relativement limité en plus, et donc on peut arriver à un débordement total. Donc les enjeux dans l'organisation des urgences, pour avoir, comment dirais-je, un certain nombre de paramètres utiles pour organiser un petit peu toute cette chaîne, vont être naturellement extrêmement utiles. Et quand on dit aval, on va encore plus loin, hein, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer après l'hospitalisation, tout doit naturellement être organisé, et quand on prédira des pics, et bien forcément, donc, on pourra un petit peu mieux s'organiser. Donc, voilà globalement quels sont les enjeux d'organisation. Je ne parle pas des enjeux financiers, mais disons déjà des enjeux d'organisation. Voilà un peu comment on peut résumer la chose. Merci Jean-François. Tu t'es pas présenté du coup. Je veux bien que tu peut-être t'expliques ce qu'est le Lab Santé, ou voilà, qui a copiloté le projet avec nous. En dire quelques mots, qu'est-ce que le Lab Santé? Alors, qu'est-ce que le Lab Santé était? Parce que le Lab Santé, comme Carthage, comment dirais-je, a une vie écourtée. En fait, le Lab Santé a été créé par Claude Evin quand il était directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pour faire émerger, accompagner, valoriser toute innovation dans le domaine de la santé. Donc on a créé une association agile pour arriver donc à créer un petit peu une espèce de réseau, travailler au niveau de ce réseau, et puis donc aider, accompagner les startups, les projets hospitaliers, les projets hospitalo-universitaires. Donc c'était une petite équipe qui comptait 7 personnes, qui a bien travaillé pendant finalement 5 ans, et en fait elle a son succès de façon n'a pas été forcément bénéfique en tant que Lab Santé en soi, c'est-à-dire qu'on a trouvé que ça marchait tellement bien que finalement, pourquoi pas réunir finalement un certain nombre d'activités de l'ARS, et en particulier donc celle du Cézanne, qui est donc l'agence numérique pour l'Île-de-France, dont la direction effective est l'ARS. Donc on a regroupé, comment dirais-je, le Lab Santé et puis le Cézanne de façon à booster un petit peu le numérique, et que finalement le Lab Santé apporte des innovations, son travail sur les innovations organisationnelles, avec donc les innovations, comment dirais-je, plus techniques qui sont celles du Cézanne. Comme je me suis retrouvé président du conseil d'administration de ce GIP, parce que ça a été regroupé au niveau d'un GIP,
Donc je ne pouvais plus travailler au niveau de la fusion du Cézanne d'Absanté. Donc j'ai accepté la proposition de Marilène de venir co-diriger avec eux, finalement, le Liberté Living Lab. Voilà. Merci Jean-François. Du coup, Julien, je te laisse la parole pour un peu te présenter et aussi le rôle de Jalgos du coup, sur ce projet. Ok, merci. Bonjour à tous, Julien Muressianu, comme l'a dit Elodie tout à l'heure, je suis cofondateur de Jalgos, qui est une entreprise qui est spécialisée en analyse de données, qui est un peu le terme le plus froidement descriptif de ce qu'on fait quand on fait de l'IA, et le moins marketing, disons. Donc on a quelques années d'existence, notre mode de fonctionnement c'est souvent le même, centré vraiment sur la R&D, c'est-à-dire qu'on a des projets, des clients, des partenaires qui arrivent, avec plus ou moins de données plus ou moins propres et puis les idées plus ou moins claires sur ce qu'ils aimeraient pouvoir en faire. Et puis on fait un petit peu tout le process qui permet de passer de cette situation-là qui parfois est juste je crois que j'ai de la donnée, j'aimerais en faire quelque chose, et puis parfois un petit peu plus avancé, jusqu'au bout de la chaîne où on travaille sur vraiment le déploiement à grande échelle de solutions d'IA. Et le cœur du réacteur, alors il y a plusieurs cœurs, mais vraiment le cœur du réacteur en début de mission et celui qui nous intéresse ici, c'est la partie que j'appelle R&D. C'est-à-dire de passer de la donnée brute à un algo et puis autour de ça un outil, une interface qui permet d'en faire quelque chose, d'en tirer quelque chose qui a de la valeur pour les utilisateurs. Voilà, on est actif en santé mais pas seulement, on a des missions, des expériences, etc., des cas d'usage dans pas mal de secteurs, dans l'industrie, la banque, etc., etc. Et puis on a une méthode bien à nous d'approcher ces choses-là. Et donc, en cohérence avec ça, le rôle de Jalgos, c'était vraiment de prendre en charge le côté data sur le projet dont on parle. Et puis je pense qu'on va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que prendre en charge le côté data, évidemment ça porte sur des choses qui sont que côté data, c'est-à-dire mettre au propre, trouver quelles données sont pertinentes, essayer de commencer à extraire du signal pour préparer le travail du dataton, etc. Mais ça ne se fait pas hors sol. D'accord, c'est un point sur lequel on va beaucoup revenir, c'est aussi interagir énormément à travers le design, à travers les futurs utilisateurs finaux, comprendre les enjeux, parce que ça guide la R&D, ça guide l'algorithmie, ça guide la modélisation, etc. etc. Donc voilà, c'est un petit peu les deux grandes facettes. Le côté en chambre, où il faut quand même mettre les mains dedans, etc., bien travailler la donnée, bien comprendre comment est-ce qu'elle est agencée, et toujours faire le lien avec le design, les enjeux, l'expertise métier. Merci Julien. Et du coup, Romain, qui es-tu ? Bonjour à tous. Donc je suis le docteur. Moi, je suis docteur. Je suis pas professeur. Je suis docteur Hellman. Je suis médecin urgentiste et depuis 10 ans, j'occupe un poste à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France comme conseiller urgence. Puis après, j'ai construit le département soins non programmés. Alors, soins non programmés, c'est la définition plus large que les urgences. C'est tout ce qui est imprévu. Mais ça pourrait être l'angine, par exemple, qui n'est pas une urgence, jusqu'à tout ce qui fonctionne avec les maisons médicales de garde, et après tout ce qui vole et tout ce qui roule jusqu'à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on s'occupe des hélicoptères, des ambulances, des SAMU, et ça va jusqu'au service de réanimation. Et donc on gère toute l'organisation et toute la réglementation autour de ce parcours-là en Île-de-France. Et c'est pour ça que le terme, c'est soins non programmés, puisque ça va plus loin que le service d'urgence. Voilà. En reprenant ce que disait Jean-François tout à l'heure, on comprend bien que la prévision d'activité, c'est compliqué. Alors c'est compliqué pour nos modélisateurs, nos mathématiciens, nos ingénieurs, tout ça, mais c'est compliqué aussi en termes de politique de santé, de comment on fait émerger ce sujet-là. On est dans un pays où la culture de l'anticipation n'est pas franchement hyper développée. On l'a vu dans la crise Covid. Et donc, changer les cultures, c'est compliqué. Le dataton, en fait, il est né bien avant 2018. Quand j'ai écrit le projet régional de santé pour les urgences non programmées, on avait commencé à écrire qu'il fallait anticiper et prévoir l'activité. Comme dans l'art de la guerre, il y a un dicton qui dit que quand un coup de tonnerre éclate, il est trop tard pour se boucher les oreilles. Il vaut mieux voir les choses venir que de les subir. Alors ça veut dire qu'après il y a des hypothèses, des scénarios qui fait qu'on a des amplitudes de prévision, mais c'est pas très grave, mais donner les moyens aux politiques de santé de travailler ça et d'anticiper du coup et de faire des scénarios d'adaptation de l'offre de soins, c'est essentiel. Donc on l'avait écrit déjà en 2017.
On l'avait ressenti dans ce qu'on avait organisé des assises régionales des urgences qu'on avait organisé en 2018 avec tous les urgentistes de la région. On avait fait une table ronde sur mais pourquoi l'innovation n'arrive jamais sur le terrain ? Pourquoi l'urgentiste n'a pas le droit à l'innovation ? C'est vrai que moi je vois plein de gadgets, de trucs, et finalement j'en ne vois jamais la couleur dans ma pratique courante. Et donc on sentait bien qu'il y avait un sujet de comment on arrive à faire ce déclic, comment on aligne les planètes qui sont le projet, le sponsor, c'est-à-dire il faut que le bon sponsor soit identifié. Là, en tant que tel, c'est un projet régional, donc c'est l'agence régionale de santé. Mais pour les autres sujets, il faut bien identifier le sponsor, sinon votre projet n'arrive pas. Et bien sûr, un projet qui réponde aux besoins de tout le monde. Et donc, du coup, rien qu'avec cette définition-là, eh ben, c'est compliqué. Et l'idée de faire un datathon, finalement, a été pour moi une découverte, mais surtout une vraie innovation, puisqu'on a pu organiser ces 3 jours d'idéation qui étaient magnifiques. Magnifiques, pourquoi ? Parce qu'on a fait des groupes de travail avec des professionnels et qui ont simplement posé les questions ou les irritants de leur quotidien. Voilà. Et on en a créé 9 projets, je crois, non plus que ça, 16 projets à l'époque. On a détaillé les questions qui sont posées par les professionnels et tout ça a été soumis après aux ingénieurs, aux data science, aux designers. Et du coup, ça a pris forme dans soi et ça a été transformé par les 2 phases qui ont été décrites après, c'est-à-dire travailler sur les bases de données et puis après cette fameuse journée de datathon, enfin les 3 jours de datathon là aussi. Alors l'idéation c'était un jour, pardon, excuse-moi. C'est un jour, excuse-moi. Et les 3 jours de datathon qui ont été finalement le couronnement de toute cette démarche-là qui a commencé finalement en 2017, quoi. Voilà. Justement, sur tout ce travail de préparation, Julien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où on a déjà posé, comme on le disait tout à l'heure, les grands besoins en faisant cette journée d'idéation, quels sont vos besoins, vous, en tant que professionnel de santé, quelles sont vos problématiques, et jusqu'au sprint en novembre 2019, il s'est passé, comme on disait, 6 mois, et ça a été assez riche, donc moi je veux bien que tu reviennes là-dessus. Ouais. Effectivement, ça a été riche. Alors, peut-être pour commencer, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un datathon, là en l'occurrence, ça a duré 2 jours et demi, à peu près de travail, disons 3 jours, mais 2 jours et demi de travail. La dernière demi-journée était consacrée plutôt à la restitution. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement court, en particulier quand on parle de sujet data. Je parle sous ton contrôle, Elodie, qu'en design, on peut faire des choses assez rapidement, on peut faire émerger des idées assez vite. En data, c'est complètement illusoire de faire émerger quoi que ce soit d'une base de données qu'on n'a pas déjà travaillée en 2 jours. Je parle en faire émerger des petites choses, des petits signaux, etc. Oui, mais faire émerger quelque chose d'utilisable, c'est illusoire. Bon, pour plein de raisons. Donc, un des enjeux de ces 6 mois-là, c'était de faire en sorte de mettre les équipes, et notamment les ingénieurs, les data scientists des équipes qui allaient travailler pendant le sprint, dans les meilleures conditions possibles pour aller chercher un maximum d'infos dans la data. Donc de pré-mâcher le travail, de faire en sorte qu'ils arrivent face à des bases de données propres, où on a déjà compris certaines choses, on a déjà cleané, on a déjà levé certaines difficultés qui parfois peuvent prendre quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines à lever quand on est en situation réelle face à une base de données qui est brute. Donc vraiment de mâcher ce travail-là. Ça, c'était un premier aspect, on va y revenir. Les autres aspects, donc c'est ce que vous disiez, c'est de bien comprendre les enjeux. Je vais essayer d'illustrer pourquoi c'est extrêmement important et pourquoi l'analyse de données, elle ne peut pas se faire hors sol. Si on ne comprend pas comment est-ce que les signaux qu'on va extraire de la donnée, l'information qu'on va extraire de la donnée va être utilisée, si on n'a pas ça en tête, c'est impossible de faire quelque chose de correct. Par exemple, est-ce que, si on n'a pas la réponse à la question de savoir, est-ce qu'il vaut mieux prévoir trop de pics de suractivité et avoir beaucoup de faux positifs, ou est-ce qu'il vaut mieux en rater et avoir peu de faux positifs ? C'est un exemple. Si on n'a pas la réponse à cette question-là, et la réponse elle vient pas de la donnée, elle vient vraiment du terrain, on peut faire de l'analyse, mais ça va servir un petit peu à rien, ça va être abstrait. C'est un exemple, mais il y en a des dizaines, des centaines. Si on ne comprend pas quel est l'enjeu justement de l'utilisateur sur le terrain, comment est-ce qu'il va utiliser, comment est-ce qu'il va prendre ses décisions, on ne peut pas faire d'analyse correcte. Donc après cette journée d'idéation, on a récolté comme ça assez d'informations grâce à cette journée-là pour avoir des orientations sur l'analyse. Il y a eu plusieurs phases. La première, c'était d'identifier les données pertinentes. C'est quelque chose qui a pris un peu de temps, qui est extrêmement intéressant à faire. Donc au départ, il faut ratisser large. Donc évidemment, l'historique d'admission aux hôpitaux, les données de la préfecture, les données de tout ce qui vole et qui roule et qui arrive au final au niveau des soins,
des données externes, des données publiques, comme par exemple des résultats de recherche Google, d'accord, en s'inspirant de certains projets que Google avait essayé de faire, par exemple pour prédire les épidémies de grippe, des données Twitter, tout un tas de choses où on essaie de se demander où est-ce qu'on va pouvoir capter du signal. Les pharmacies, merci, bien sûr. Où est-ce qu'on va pouvoir capter de l'information qui a un pouvoir prévisionnel sur ce qu'on cherche à prévoir. Donc, au début, c'est beaucoup d'idéations, beaucoup de discussions, etc. On pourrait aller voir ça, on pourrait aller voir ça, on pourrait aller voir ça. Et puis ensuite, on revient à quelque chose, on se heurte à la réalité, entre guillemets. Qu'est-ce qui est réaliste de faire dans le temps imparti, en termes de récupération de données? Qu'est-ce qui est accessible? Donc, il y a des discussions avec le Cézanne, etc. Qu'est-ce qui va passer la RGPD, c'est-à-dire on va vraiment pouvoir le mettre entre les mains de participants au dataton, et qu'est-ce qui va être récupérable et préparable en 6 mois pour que ce soit mis dans les mains justement des participants. Donc il y a un peu les deux. Il y a la vision cible au départ, de se dire tout ça, ça peut être intéressant à aller chercher, parce qu'il y a peut-être des choses à prendre dedans. Et puis ensuite, voilà réalistiquement ce qu'on peut faire pour le premier sprint. Donc ça, c'était cette première phase-là. Et une fois qu'on a identifié tout ça, c'est de faire un petit peu ce que je vous ai dit, en ayant en tête les enjeux et donc le type d'approche que les data scientists vont probablement avoir pendant le sprint, cleaner la donnée, leur préparer la donnée de la meilleure façon pour qu'ils puissent aller assez vite, qu'ils puissent télécharger des séries temporelles qui soient déjà propres, qu'ils puissent déjà avoir en tête, je sais pas, qu'il y a des valeurs aberrantes qui ont été enlevées, que les bases qui doivent être croisées ont déjà été préparées pour être croisées et le sont déjà. Donc tout ce travail préparatoire, où en gros c'est un petit peu comme si on faisait ce qu'on aurait fait en sprint au ralenti pendant 6 mois. Donc on se heurte à toutes les difficultés que les ingés auraient rencontrées sur le moment pour faire en sorte qu'ils en rencontrent le moins possible. Moi, ma perception de designer, c'était la première fois que je travaillais avec des data scientists vraiment sur un projet en collaboration. Et on en parlera tout à l'heure, un peu nos retours d'expérience et ce qu'on aimerait si on refait ce genre de format, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer. Moi, ce que j'ai trouvé compliqué, en effet, c'est que j'ai l'impression que ce que disait Julien, designer et data scientist, on n'est pas du tout sur les mêmes horizons de temps. En design, l'idée c'est que très rapidement on peut passer, vous le verrez là, il y a un petit slideshow des 3 jours. Du coup, vous verrez, on a fait des drafts rapides qu'on pouvait tester auprès des urgentistes, des participants. On peut très rapidement passer d'une idée à la formalisation. Alors qu'en data, c'était pas du tout pareil. Donc on était arrivé avec nos beaux idéaux quand on a préparé un peu le déroulé des 3 jours en se disant super, on va se faire des points data scientist, designer tous les soirs pour savoir nous les urgentistes nous ont dit ça. Est-ce qu'en data vous trouvez le pendant? Est-ce que c'est possible? Parce que nous derrière on voulait vraiment faire un outil qui soit plausible. Et au final on s'est rendu compte que il y avait ces beaux idéaux et qu'à la fin de la journée, nous on se disait est-ce qu'on peut mettre cette donnée? Et on nous disait non, il nous faut plus de temps. Du coup on n'était pas du tout sur les mêmes horizons, les horizons de temps entre designer et data scientist. Et pareil, on avait découpé en groupes, et les groupes c'était des challenges il y avait un groupe qui était sur les données de la préfecture de Paris, un autre sur les Google Trends, un autre sur les historiques des passages dans les hôpitaux, dans l'unité de soins non programmés. Et il y avait un designer par groupe, et au final, pareil, on s'est rendu compte que c'était pas du tout plausible parce que on devait faire un seul outil qui agrégeait toutes ces données et pas un outil par donnée. Voilà, donc ça c'était, on a bien vu qu'entre data scientist et designer, c'était pas du tout le même, deux mondes différents, et voilà. Du coup, moi, je veux bien que tu reviennes sur la CNIL. Je ne sais pas si tu as comment ça s'est passé sur la préparation? Alors comme souvent, c'est-à-dire que ça a été long et compliqué, et au final la solution sur laquelle on est arrivé, on aurait pu l'avoir vite, mais ça arrive jamais vite, je ne sais pas comment dire. Donc les discussions elles sont bien passées. Au départ, en général, c'est une levée de bouclier qu'on rencontre, en disant quoi, vous voulez travailler sur la donnée de santé dans un dataton, mais ça va pas la tête. Et puis ensuite, tout le travail consiste à trouver un terrain d'entente. Donc, comme vous le savez probablement,
il y a des critères qui sont exprimés sur qu'est-ce qui est OK pour la RGPD, etc. Mais quand on rentre dans des projets concrets, en fait, on arrive très vite dans une zone de flou. Il y a des choses qui sont clairement non conformes. Des choses qui sont clairement conformes, il y en a moins, parce que sinon on n'a pas accès à grand-chose. Et puis, ensuite, tout le travail consiste à trouver en accord avec la CNIL, en accord avec les gens qui sont responsables de ça du côté des données, ce qu'on va pouvoir utiliser, sur lequel on peut se mettre d'accord. Donc, quels sont les critères qu'on va pouvoir respecter? Ah oui, mais il faut, nous, si on n'a pas telle information désagrégée dans la base, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Alors, comment est-ce qu'on peut y accéder sans venir enfreindre tel critère? Et c'est des discussions avec les services juridiques, avec les services techniques. C'est de la négo, en fait, tout simplement, mais pour être quelque part où, au final, tout le monde va dire « Ok, c'est bon, on peut travailler sur ces données-là ». C'est un processus qui est long, mais voilà, qui a toujours abouti. Dans ce cas-là, il a abouti. Ça a pris quand même de mémoire bien 3-4 mois. Facile, hein, ouais. Rudy s'était tiré les cheveux. Ouais, c'était. Moi, je voulais dire qu'il y avait aussi quelque chose. Il y avait 11 bases de données. Donc, il ne faut pas croire que les 11 bases de données sont arrivées en disant clac, le 15 mai, il nous faut toutes 15. Ça a été compliqué. Donc, il y en a qui arrivent rapidement, d'autres qui arrivent un petit peu plus tard, d'autres qui arrivent vraiment quasiment à la fin. Donc, vous voyez que la discussion avec la CNIL est d'autant plus difficile que finalement, on n'a pas vraiment un set de données. Et puis naturellement, il y a des données qui sont redondantes. Donc il y a un travail façon préparatoire au dataton qui est absolument considérable. Et finalement, il ne faut pas essayer de faire ça dans un temps réduit, on n'arrivera pas. Mais en même temps, il faut faire attention non plus que le temps ne soit pas trop long. Parce qu'ensuite, après, les gens, on perd un petit peu d'un certain nombre, on perd l'enthousiasme quand on commence à aller trop loin. Donc il faut vraiment arriver à trouver un temps. Il faut essayer d'avoir les bases de données très rapidement. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et de façon à ce que ça n'arrive pas quand on a commencé le processus. Et donc, une fois qu'on a fait ça, je pense qu'à partir de là, de toute façon, il y a, comme a dit Julien, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Mais en fait, c'était une première expérience. Et en fait, moi, je vois bien qu'on peut sûrement tirer un certain nombre de choses pour aller peut-être essayer d'aller à la fois un petit peu plus vite, mais surtout sans se presser. Je dirais la négo n'est pas qu'une négo avec la CNIL. Il y a la négo avec les fournisseurs de données qui sont eux aussi à embarquer avec. Je prends l'exemple la première fois qu'on a utilisé les données de pharmacie, de toutes les pharmacies d'Île-de-France, en se disant que si on arrive à avoir leur consommation de mouchoirs, par exemple, j'ai une connerie, pour se moucher, ou de médicaments homéopathiques qu'on prend quand on est malade, ce qui n'est pas bien, et ben, si on peut avoir cette info-là, ça peut être un signal, en fait. Ça peut être un signal d'une consommation des services d'urgence 15 jours après. C'était une hypothèse qu'on faisait. Mais ne serait-ce que pour négocier avec l'association des pharmaciens pour qu'ils nous donnent cette base de données, ben, il a fallu les persuader, les embarquer dans la démarche, et ils sont venus le jour du dataton. Idem pour SOS Médecins. Les pompiers, on a vu la difficulté d'avoir les données des pompiers. Pourtant, c'est l'État, quand même, d'une certaine façon, qu'on n'a pas eu d'ailleurs, les données, in fine. Voilà. Alors, les données des pharmacies, je crois qu'elles arrivaient la semaine d'avant, je crois, même pas, ou la veille. Quasiment, voilà. Et c'était anticipé, justement, ou vous y attendiez? Surtout toi, Julien que ce soit compliqué? Ouais. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Ok, c'était pas propre à ce projet. Non, ça a été identifié tout de suite. Ouais, ça c'est quelque chose. Dès qu'on est sur des données personnelles, et d'autant plus si on est sur des données de santé, c'est toujours compliqué. Ok. Et justement, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les résultats qui sont sortis? Enfin, est-ce qu'il y a justement il y a des potentiels dans ces données, des potentiels de prédictibilité? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un des messages clés en fait du dataton, je trouve, qui a fait que c'était vraiment extrêmement intéressant. C'est qu'on a pu montrer qu'il y avait des pistes intéressantes. On a pu faire sortir pas des résultats finaux, encore une fois, parce que ça ne se fait pas en quelques jours, mais des indicateurs clairs, comme quoi la donnée contenait un pouvoir prédictif, un pouvoir prévisionnel, qui était très probablement intéressant à exploiter pour en faire un outil. Pour moi, c'était du côté data, en tout cas, c'était la conclusion vraiment phare du dataton, qui en a fait, à mon sens, un succès. C'est qu'on a prouvé qu'il fallait continuer, quoi. Ouais, moi je dirais, alors je ne sais pas si c'est la question que tu voulais poser, il y avait vraiment deux axes dans le dataton.
Il y avait la data, et c'est vrai qu'on a sorti des pistes, tu vois, les Google Trends, de comment il fallait certainement travailler autour de cette donnée-là et tout ça. Mais un des succès, ça va être la formalisation du design de l'outil. Enfin, je ne sais pas si tu voulais aborder, mais pour les urgentistes qui ont été présents lors de la restitution, du coup, la formalisation d'un POC design, pour eux, ça a été une révolution, quoi. C'est-à-dire, oui, on voit quelque chose qui est fait pour nous, et du coup, alors bien sûr, c'était pas alimenté, mais du coup, ils se projetaient dans l'utilisation de l'outil, et donc ils s'identifiaient à la démarche, et qui fait que derrière, on sent qu'il y a une volonté des professionnels d'aller sur ce genre de choses, alors qu'avant, on est toujours dans ce que je vous disais tout à l'heure, le changement de culture. Donc le design, pour moi, est super important pour donner envie aux gens aller vers ce type d'outils, alors qu'avant, c'était pas le cas. J'étais peut-être... Non, c'est très... Je suis le flow. Justement, là, je vous ai affiché juste derrière sur quoi on a abouti du 3e jour. Donc, on est parti avec, vous voyez sur les photos, au début, c'était des post-it sur les besoins, les irritants. Le 2e jour, c'était plutôt du dessin. Et le 3e jour, c'était des maquettes un peu finalisées, où on peut voir rapidement. Donc là, c'était un peu la page, le cœur du réacteur, c'était la page d'un établissement. Et l'idée, c'était de pouvoir voir à plusieurs échelles de temps, la semaine, le mois, l'année, un peu les prévisions. Et à quel point l'activité était supérieure à une activité moyenne. Et ensuite, on avait plein d'indicateurs sur quels sont l'âge des patients, parce que aussi c'est pas les mêmes façons de les prendre en charge, la répartition des hospitalisations, quelles étaient les causes principales de ces fluctuations d'activité. Voilà, donc là c'est des fausses données. Enfin, là on a eu une grippe, des événements, etc. L'idée, c'était de les alimenter justement parce que trouver les data scientists, moi, comme je vous le disais, c'était personnellement ce que je m'imaginais faire, c'est de dire qu'à la fin, ça, c'était validé, tamponné avec le travail de la data, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on était sur 2 échelles de temps totalement différentes. Donc, c'était des suppositions. Et du coup, justement, tous les 3, est-ce qu'on a déjà on en a déjà pas mal parlé, mais est-ce que pour vous, il y a des choses, si on refait ce genre d'exercice, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, selon vous? S'il y a une petite relecture critique à avoir. Plus long, quoi. Plus long. Surtout la phase de sprint à la fin. Oui. Parce que 3 jours, alors c'était pas 3 jours en plus, c'est parce qu'il a fallu la première matinée expliquer aux data scientists qui étaient là le projet, les bases de données, et finalement on a eu 1 jour et demi de travail, je crois, à peu près, et tu as eu une demi-journée de restitution, et ce qui fait que c'est un peu court, c'était un peu court, très très riche, mais trop court sur cette partie-là. Oui, tout à fait, je te rejoins complètement. Justement, peut-être une des choses qui serait intéressante de faire, c'est de préparer les data scientists avant l'événement, pour éviter de perdre du temps en live sur place. D'autres choses à faire différemment, peut-être que justement le fait que les designers et les data scientists d'ailleurs se soient rendus compte sur le moment de la complexité de travailler ensemble, c'est quelque chose qu'on aurait pu anticiper. Nous, on a cette expérience-là, on travaille avec des designers en permanence, parce que le design est extrêmement important pour faire la data correctement. Et donc on sait qu'il y a de l'adaptation au départ. Ça, c'est quelque chose sur lequel on aurait pu aussi, je pense, gagner du temps. Moi, il y a quelque chose qui manque surtout, c'est la suite. Parce que quand on a fait ce genre de choses, je pense qu'il y a beaucoup de travail ensuite à faire. Il y a beaucoup de projets à faire partir. Il y a beaucoup de choses à réfléchir. Il y a sûrement, on avait mis en place avec Romain un comité, entre guillemets, scientifique, qui devait de toute façon faire tout ce travail. Et puis on a été pris par la Covid. De toute façon, c'était encore un effet délétère de la Covid. Mais je pense que tout ce travail qui aurait dû être fait après, de toute façon, est vraiment fondamental. Et parce qu'il y avait eu un tel travail qui avait été fait au moment, si tu veux, et plutôt que discuter comment on peut faire mieux la prochaine fois, je pense que c'est assez facile. Mais surtout la prochaine fois, ce qu'il faut, c'est vraiment Covid ne reviendra pas tout le temps, mais cette seconde phase qui est une phase de réflexion, qui est une phase d'émergence de projet, était pour moi une phase vraiment fondamentale.
J'ai été très motivé pour avancer et bon, ben voilà, la motivation est partie vers d'autres cieux. Mais je pense que c'est le point, peut-être pour moi, je trouve le moins positif, c'est-à-dire que on n'a pas pu faire finalement la deuxième étape. Et pour moi, cette deuxième étape me paraissait vraiment très importante. Alors, ouais, Jean-François, elle a été faite. Hein. Mais en fait, c'est vrai qu'elle a été faite sur un autre sujet qui est lié, qui est d'ailleurs une déclinaison d'un projet qui a été développé ce jour-là. C'est vrai que le Covid a arrêté notre démarche sur les urgences parce que la réunion qu'on avait de la stratégie d'après s'est déroulée, je me souviens, du 19 février 2020. Donc, bon, je vous avouerai que la réunion était courte, très courte, et donc c'est vrai que ça a coupé. Néanmoins, fin mars, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors vous étiez tous chez vous confinés, nous voilà, on était essayé de gérer ce qu'on pouvait. On n'arrêtait pas de me demander de savoir comment on faisait pour rouvrir des lits de réanimation et comment on arrivait pour reprogrammer l'activité. Les interventions Et donc là, on s'est basé grosso modo sur le travail qui a été fait, puisque je m'en suis servi, voilà, surtout dans les designs, enfin pas le design, le document que vous aviez fait synthétique de tout ce qui s'est fait, et notamment un projet. Et on a eu la chance de tomber sur une équipe de data scientists qui était libre à ce moment-là, qui était une équipe de Capgemini Invent, qui était en train de modéliser le parcours du Covid à l'hôpital au CHU de Strasbourg à cette époque-là. Et on a dealé de dire, go, on essaie de faire un POC. On a fait un POC de prévision du besoin en lit de réanimation. Un POC qui a été fait en 15 jours, alors avec voilà, et on a dit go, on y va. Et en moins de 4 mois, oui, puisque le projet est parti au mois de mai 2020, au mois de septembre, oui, ça fait 4, hein, c'est ça ? Ouais, à peu près. Au mois de septembre, on avait un outil qui était fonctionné, qui nous a permis, c'est l'outil STEP, qui nous a permis de l'utiliser dans le pilotage de l'offre de soins de réanimation de la région, avec des prévisions d'activité à 7 et 14 jours, qui finalement, on en discutait tout à l'heure, qui n'était pas si faux que ça finalement, qui était même bien. Je crois qu'on a un MAP à moins de 8%, donc je crois que c'est plutôt 8,8, je trouve que c'est pas mal. Et du coup, quelque chose qui a été intégré complètement dans la politique de la stratégie de soins de l'agence pour gérer une crise en cours. Alors les secrets pour ça, bien sûr, il y avait le travail qui a été fait, et encore je remercie vraiment toute l'équipe d'avoir super bien travaillé, parce que vous avez mâché quand même beaucoup de travail. Et ensuite, il y a eu l'agilité, quoi. C'est qu'on a travaillé finalement en visio, hein, d'ailleurs, hein, parce que j'ai jamais vu l'équipe, donc on a tout fait en visio, mais on s'appelait et on se voyait en visio 4 fois ou 5 fois par jour, avec des allers-retours très courts entre le besoin métier et l'ingénieur. Et ça a été, et les designers, puisqu'on a un outil qui fonctionne sur Internet, alors vous n'avez pas accès, c'est un truc encore, il va être ouvert au directeur d'établissement assez rapidement, avec un beau design et tout ça, qui ressemble un peu à ça, hein, d'ailleurs, hein, j'aurais pu le montrer. Mais du coup, l'agilité est super importante, partir du besoin est super important, et c'est d'une richesse extraordinaire de travailler avec différentes compétences. Moi, j'ai appris en 6 mois. Enfin voilà, je finis la crise heureux. Voilà, vraiment, alors sur ce sujet-là. Nous aussi, de toute façon, comment dirais-je, on s'est servi de ces travaux pour avancer. Et Elodie va en parler un petit peu. On travaillait avec l'assistance publique, le Lab Santé et puis le Liberty Living Lab. Donc, on travaillait au mois de mai, de toute façon. Donc, Elodie, tu peux peut-être résumer rapidement. En effet, pile pendant le confinement, au final, du coup, il y a la PHP, des représentants de la PHP, donc Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui sont venus nous voir, qui étaient présents lors de ce sprint avec un besoin pressant qui était de ne pas prévoir ce qui va se passer dans une semaine, etc., mais se dire qu'est-ce qui se passe à l'instant T. Moi, j'étais assez étonnée de voir que c'était pas qu'au final, ils ne savaient pas ce qui se passait forcément dans leur service, combien de personnes étaient en attente, il y avait justement de temps d'attente entre les différentes étapes, plein de choses comme ça. Et du coup, on s'est beaucoup servi du travail qu'on a fait là, déjà de la connaissance qu'on avait du sujet, des données qui étaient intéressantes à faire monter, mais pas dans l'optique d'avoir un outil qui
permettait de prévoir l'avenir, entre guillemets, mais quelque chose qui permettait de voir à l'instant T, enfin, c'était 15 minutes, c'était toutes les 15 minutes les données, mais voilà, de voir ce qui se passe dans mon service des soins non programmés à cet instant, et aussi d'avoir aussi une vision du passé, justement, de pouvoir aller comparer à ce qui se passait la semaine d'avant, l'année d'avant, voilà, pour avoir des données de comparaison. Donc voilà, c'est un peu un projet qui a été dérivé de ce sprint. Qui est sur leur site d'ailleurs de portail. Oui, en effet. Vous pouvez aller voir. Et il est accessible au public ? Oui, il est accessible au public. Ok, je pensais que c'était... et l'agence aussi a développé une application mobile qui s'appelle Mes Urgences, qui est pour les professionnels, mais finalement accessible puisque c'est sur les stores, où vous avez en temps réel l'affluence. C'est-à-dire comme sur Google, vous avez la comparaison en direct toutes les 15 minutes par rapport au passé, et donc vous avez l'affluence de tous les services d'urgence de France. Donc c'est des trucs qui ont été faits pendant le Covid. Ça a permis d'accélérer énormément les choses, puisque toutes les barrières, accès aux données, tout ça s'est tombé. Financement aussi, parce que quoi qu'il en coûte, finalement, on a moins regardé les appels d'offres et tout ça. D'ailleurs, on n'en a pratiquement pas fait. Mais ce qui a permis de mettre énormément de fluidité, quoi. Parce que c'est vrai qu'en temps normal, développer un outil comme ça, en temps normal, il faut 3-4 ans, alors que là, on l'a fait en 6 mois, quoi. C'est vrai que la mission avec la PHP, c'était commando. Moi, j'ai eu 4 jours pour sortir les maquettes. Tous les matins et soirs, j'étais en contact avec des médecins urgentistes pour justement toujours récupérer leurs besoins. Ils nous avaient sorti toute la liste des données qui étaient disponibles et faire la priorisation avec eux de quelles données sont vraiment intéressantes pour vous. Et après, il y a eu 2-3 semaines de développement de l'outil, donc ça a été vraiment commando, parce que c'était un besoin hyper pressant pour la gestion du Covid. Moi, je vais vous passer la parole si vous avez des questions. Est-ce que d'abord, il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées, que vous trouviez Ouais, simplement faire un petit commentaire sur ce qu'on vient de dire. Vous voyez que par rapport donc, à ce dataton, il y a incontestablement eu des applications. Ce que je voulais dire simplement, mais c'est peut-être mon côté universitaire, c'est moi j'aime bien faire quelque chose de prospectif. Donc là on a comment dirais-je répondu à un certain nombre d'incitations immédiates, mais moi j'aurais bien aimé avoir une réflexion prospective de façon à ce que finalement on puisse réfléchir et voir quels sont les projets qui peuvent être vraiment utiles à court et à plus long terme. Donc c'est simplement ce que je voulais dire, mais donc vous avez vu qu'il y a quand même eu un certain nombre d'applications. Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Une question à poser à Romain, Julien, Jean-François et moi. Tiens. Oui, bonjour. Je voulais poser une question par rapport à la réception de ces outils, notamment celui qui a été développé, le STEP. Parce que du coup, vous avez travaillé avec des personnes qui étaient plus ou moins sensibilisées à l'intérêt de la data pour la santé. Toutes les personnes qui sont venues à votre dataton, c'est des personnes volontaires, j'imagine. Et du coup, quelle a été la réception des personnes sur le terrain ? Est-ce qu'elles ont vraiment utilisé l'outil ? Bonne question. Vous en avez une autre ? Non, alors c'est tout le problème de l'innovation et de ce genre de démarche, c'est que globalement ça a tendance à concerner que les gens qui s'y intéressent, quoi. Et ça fait partie du changement de culture qui est extrêmement compliqué à montrer que c'est des outils qui marchent, que c'est une démarche qui est importante pour les gens. C'est comme quand on soigne quelqu'un, des fois c'est compliqué de leur faire comprendre que c'est pour leur bien. Des fois on a du mal parce que ils veulent pas, les patients veulent pas. Mais là c'est pareil sur l'innovation, c'est aller plus loin. Donc on a développé cet outil d'abord pour l'agence. Il faut bien comprendre STEP, c'était pour l'agence pour avoir les moyens de piloter. On l'a élargi progressivement aux directeurs médicaux de crise pour qu'ils aient une vision territoriale, qu'ils aient une vision aussi sur l'offre de soins et de comment on peut après se challenger mutuellement pour adapter. Et l'idée, on est vraiment sur l'ouverture de cet outil. Alors on a fait une enquête de satisfaction qui s'est déroulée au mois de juin auprès de tous ceux qui reçoivent ces données-là. Hein. Il y a on a un mailing list de plus de... Alors il y a des tableaux de bord qui sont fournis par l'agence 1 à 3 fois par semaine en fonction du niveau épidémique avec toutes les données. Et on est à peu près, je pense qu'il doit y avoir 1000 personnes qui doivent le recevoir, en fait, ce tableau de bord dans le truc. Et donc on a fait une enquête de satisfaction pour voir justement de qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc 70% des gens qui ont répondu, alors, je sais plus, je crois qu'il y a 200 personnes, alors, je sais pas si ça fait quoi, ça doit faire 20%, donc ce qui est bien dans un sondage sur 1000. 70% disent qu'ils l'utilisent quotidiennement dans leur approche. Ça ne veut pas dire qu'ils
prennent les données et qui les appliquent, tout ça, mais ça fait partie de leur méthode de décision. C'est-à-dire que le contexte régional, départemental, va leur permettre de se positionner leur établissement. Voilà. Donc on était plutôt sur des... Voilà, ils ont fait des commentaires sur ce qu'on pouvait améliorer, donc c'est ce qu'on va faire, et ce qu'on est en train de faire en termes de design, d'outils et tout ça, pour qu'on puisse ouvrir le site de façon plus large. Alors pas pour la population, parce que c'est pas... on est vraiment sur des outils de pilotage, mais vraiment de façon plus large. Mais c'est compliqué. Compliqué. Je voudrais compléter la réponse de Romain. Parce que en période froide, l'utilisation de l'outil, c'est celle que tu viens de dire, mais en période chaude, quand il a fallu fermer des établissements, enfin fermer des activités, ouvrir des lits de réanimation, ouvrir dans des établissements une deuxième, une troisième réanimation, tout était basé sur tes statistiques. La première vague, pas trop, mais à partir de la deuxième vague, tout le monde avait les prévisions, la courbe de réalité qui, globalement, se calait sur la moyenne des prédictions, et plus personne ne discutait. Quand vous avez un établissement privé à qui vous dites vous arrêtez l'orthopédie pour le transformer en Covid, il faut un pouvoir de conviction important. Et l'ARS, qui n'est pas l'institution la plus consultée par les directeurs des hôpitaux privés, est devenue crédible grâce à cet outil. Je veux dire, ça a été un outil de cohésion autour de la lutte contre le Covid qui a été considérable. Enfin, Romain est devenu le personnage clé de toutes les discussions. Il y en avait eu toutes les semaines, hein. 50 directeurs des hôpitaux qui décidaient d'ouvrir, de fermer, de reprendre, d'arrêter, et c'était sur la base de ces données-là. Je ne suis pas seul, hein, on était une équipe. Hein. Non, mais c'est aussi ça, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le quoi qu'il en coûte, ça a coûté un certain, alors finalement pas cher, dans l'investi, finalement dans le volume de vie sauvée et de cohésion globale, mais on a pu avoir quasiment une équipe de 10 data scientists qui travaillaient que pour nous, dédiés pendant... ils nous ont capté 6 mois. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que l'outil, dans le développement, a été basculé dans le secteur public. C'est-à-dire qu'il a été les compétences, la propriété intellectuelle, l'utilisation de l'outil et son entretien, alors je ne sais pas si c'est le terme entretien, des modèles et tout ça, ont été basculés au Cézanne, qui est notre développeur donc, public d'outils de santé pour la région. Et donc ce travail a été aussi fait de bien penser sur l'avenir, d'avoir un outil qui serve après. L'idée, c'est de le généraliser sur ce qui n'est pas Covid, puisque le Covid, c'est fini. Alors ça nécessite là de repartir sur un projet d'élargissement de l'outil, qui est compliqué, parce qu'on va travailler sur d'autres bases de données que les données qu'on avait sur Covid. On va travailler sur le PMSI, et là, c'est encore une autre paire de manches, notamment sur la CNIL, parce que là, on est bloqué actuellement sur la CNIL. Même l'agence est bloquée par la CNIL sur l'accès à la donnée comme on le voudrait en termes de granularité. Mais on va y arriver. Il y a toujours une négociation, tu disais. Oui, merci. Bonjour, passionnant. Donc, à vous comprendre, Julien, les chiffres ne font pas que s'additionner et intégrer de la data, c'est très compliqué. Merci pour cette leçon. Moi, je suis anthropologue et puisque vous me donnez une leçon, permettez-moi. Et du coup, intégrer des institutions divergentes, intégrer des points de vue divergents, c'est-à-dire presque prendre la base de la sociologie des organisations de premier cycle, finalement, c'était où? Parce que nous sommes très surpris que les pompiers qui ont un service d'urgence incroyable, finalement, aient pu échapper. Il y a sûrement des raisons et peut-être une phase simple de parole, de consultation, de négociation, de diplomatie, enfin un travail presque de chercheur en sciences sociales. C'est tout pour moi, je crois. Merci. Non, mais effectivement, il faut qu'on soit capable dans ce type de démarche d'intégrer et d'être fédérateur et d'intégrer toutes les visions et les prises. Ce qu'on a essayé de faire avec le Dataton, avec finalement alors on était sur des soignants, hein, on aurait pu inviter des usagers, on aurait pu inviter d'autres. Alors je crois qu'il y avait il n'y avait pas des sociologues qui étaient venus aussi quand même. Je crois qu'il y en avait un ou deux qui étaient invités, mais pas spécifiquement pour ça, mais qui étaient venus. Ouais. Voilà. Alors sur la problématique des pompiers, on est là sur une problématique qui est beaucoup plus large de positionnement d'un service public vis-à-vis d'un autre. Voilà. C'est juste ça le sujet. L'agence a fait la démarche de les inviter, a fait la démarche de les intégrer de façon très pratique dans l'Observatoire régional des soins non programmés, par exemple, qui est mis en place, dans un contrat de service qu'on a signé avec eux, du donnant-donnant, c'est-à-dire que vous nous donnez vos données, on vous donne les nôtres. Donc on est dans cette démarche-là. Pour l'instant,
les pompiers n'ont pas voulu participer à cette démarche-là. Voilà. Donc après, ça se passe à des niveaux après de décision qui sont et qui sont pas liés à la problématique de la donnée. Hein. Voilà. Bonjour, Rizvan, donc je suis UX designer et entrepreneur en santé. Tout d'abord, bravo et félicitations pour la démarche et la restitution d'aujourd'hui. Ma question, elle est pour vous, Julien. Donc c'est une question autour de la data. Vous disiez qu'il y avait 11 bases de données qui avaient été utilisées durant le datathon. Moi, je reste un petit peu sur ma faim. J'ai été très content de voir le livrable final, la plateforme designée, et il y a toujours cet effet un peu magique à la fin d'un sprint de voir justement jusqu'où on peut aller. En revanche, sur la partie data, on a compris que la donnée était une source pertinente pour prédire l'affluence aux urgences. Maintenant, est-ce que vous avez des pistes, des éléments tangibles sur le fait qu'il y ait des facteurs prépondérants dans la prédiction? Je pense notamment à l'offre de soins non programmée en ville, des facteurs tels que vous l'évoquiez, une épidémie. Est-ce que vous avez des insights à nous donner sur quels sont les critères prépondérants dans la prédiction des urgences? Merci. Ouais, alors c'est une question qui est complexe, je pense que Romain aura des choses à ajouter aussi derrière. En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous faire percevoir la complexité de votre question, en fait. Premier exemple, si vous essayez de faire de la prédiction sur des pathologies respiratoires, c'est une chose, avec certains facteurs clés qui vont être intéressants pour ces pathologies-là. D'accord ? Si vous essayez de faire, je ne sais pas, sur les épidémies de bronchite ou des choses comme ça qui vont avoir ensuite des impacts sur l'affluence aux urgences, c'est une chose. Ensuite, s'il s'agit, donc c'est une chose sur laquelle vous allez aller chercher certaines données externes, je ne sais pas, la qualité de l'air, vous allez la tester, la météo, vous allez la tester. Évidemment, des premiers indicateurs en pharmacie, vous allez les tester. De Google Trends, vous allez tester. Bon, sur cette petite partie-là, qui est juste une partie des pathologies qui ont un impact sur l'affluence aux urgences. Ensuite, il faut prendre en compte les traumas. Donc trauma, vous allez regarder d'autres choses. Vous allez regarder, je ne sais pas, s'il y a du verglas par exemple. Est-ce que la météo vous dit qu'il va y avoir du verglas d'ici quelques jours? Est-ce qu'il y a un match de foot à haut risque dans le coin, etc., etc. Et en fait, si vous voulez aller loin vraiment dans l'applicabilité de vos modèles, il va falloir ajouter petit à petit comme ça cette compréhension au fur et à mesure. Ce que le datathon a permis de faire, c'est pas d'aller jusque-là, parce que ça, évidemment, comme vous le comprenez, je crois, c'est quelque chose de très long, d'accord, c'est du ciselage, quoi, c'est vraiment de la broderie, il faut rentrer vraiment dans le détail. Ce qu'a permis de faire ce datathon, c'est de montrer que dans les grandes masses, il y avait des signaux de prédiction, par exemple des signaux qu'on appelle uniquement autorégressifs, c'est-à-dire que la série temporelle elle-même nous donne des informations sur ce qui va se passer pour elle un petit peu plus loin, presque sans données externes, mais que déjà on avait une compréhension d'une certaine cyclicité, etc., d'une certaine saisonnalité qui était déjà intéressante, où il y avait déjà quelque chose à aller gratter, et puis de commencer à voir qu'effectivement, en cherchant dans des bases externes, il y avait une validation un peu statistique de la pertinence de la démarche. Mais vous voyez, il y a un gap, et c'est peut-être pour ça que vous restez sur votre faim, il y a un gap entre ça, entre montrer, voilà dans les grandes masses, voilà ce qu'on a pu faire en quelques jours, ça montre qu'il y a quelque chose à aller chercher, et le fait de faire un outil qui va vraiment être précis et qui va le devenir de plus en plus, où on est obligé de rentrer dans des détails qui se complexifient avec d'autres données, etc. etc. Ouais, non mais du coup on est allé plus loin donc sur l'outil. Alors l'outil STEP est basé, alors, je ne suis pas data scientist, je ne suis pas loin de là d'être mathématicien, rien du tout, qu'on base sur mais l'approche était intéressante pour nous, c'est-à-dire qu'on se base sur les chaînes de Markov, qui permet finalement pour moi en tant que médecin de mieux comprendre le parcours, de comment on passe d'un statut à un autre. Donc, et on a découpé comme ça le Covid, mais aussi le non-Covid. Voilà. Le problème c'est qu'il a fallu, on travaille sur des bases du passé, et il a fallu trouver le lien avec du temps réel. Alors le temps réel, c'est quoi? C'est les données des urgences. Donc on a fait du calibrage en temps réel des urgences, et donc on a travaillé sur qu'est-ce qui permet de prévoir du coup les urgences, et donc là on a pu graduer. Alors déjà, ce que tu disais, la donnée en elle-même permet de se prédire, donc ça c'est le truc le plus important pour les urgences, finalement c'est assez prévisible. Et puis après il y a les congés, les week-ends, qui permet de bien, mais déjà intégrer la notion de calendrier là-dessus, c'est déjà génial. L'humidité qui arrive, alors je ne sais pas pourquoi l'humidité en tant que
en tant que voilà. La température arrive finalement bien après. Voilà. Et puis tout ce qui est organisation, ce que tu disais, grands événements ou choses comme ça qui impactent le truc. Et puis finalement après, on n'est pas encore allé plus loin, mais il est probable qu'on va rajouter au fur et à mesure des données extérieures. Moi je crois quand même beaucoup aux données de recherche sur Internet. Ça c'est sûr à mon avis que voilà, il y a des trucs à aller, et de plus en plus, puisque maintenant les gens ont moins en moins confiance en leur docteur, donc ils vont chercher de plus en plus les trucs. Donc à mon avis c'est là qu'il faut aller chercher à mon avis. Merci. Ouais, on va prendre une dernière question parce que je pense que des personnes doivent se rendre à leur travail. Vous avez évoqué la difficulté de gérer le partage de données avec notamment la CNIL. C'est une chose. D'après vous, quels sont les autres freins principaux à une collaboration entre la Startup Nation digitale, tout ce que vous voulez, Techos, machin, avec les services publics principaux qui ont à gagner forcément dans cette collaboration? Ça n'engage que moi. Hein. Après, on reste, et je reviens sur la sociologie des organisations, on reste des humains. Les organisations restent faites d'humains, et on reste sur des sujets de celui qui a la donnée a le pouvoir, en fait. Hein. Donc rien que ça fait que quand une administration ou une entité qui a une donnée va fournir sa donnée à quelqu'un d'autre, bah, il perd son pouvoir qu'il a sur sa donnée. Je vois les sujets qu'il y a eu autour du Health Data Hub sur les données des SAMU, par exemple, qui ont essayé de voir comment ils pouvaient fournir leurs données au Health Data Hub pour avoir en retour de la data science, du temps de data science. Et je crois que ça a chopé sur qu'est-ce que devient la donnée après. La donnée devient open data, et du coup, bah, le SAMU perd sa main dessus et ne sait plus comment est traitée la donnée derrière. Parce que ce qu'on disait, la donnée, tu peux lui faire dire n'importe quoi. Moi, j'ai fait, là, du coup, depuis 1 an. C'est sûr que si j'avais laissé le projet évoluer avec le data scientist en lui disant, moi, je veux ça, à la fin, vous vous débrouillez, enfin, la data, voilà, quand tu n'es pas professionnel, pour lui, c'est de la donnée. Donc, il lui fait sortir ce qu'on veut. Et voilà, donc... Voilà, cette peur, elle est à mon avis là. Je ne sais pas s'il y a une solution de l'open data. Il faut aller vers l'open data, moi j'ai pas de problème là-dessus, mais comment on arrive à rassurer les professionnels de ce que devient la data derrière. Et ça, je pense que c'est vraiment avec le problème du pouvoir. Voilà. Je crois que ça s'arrête là. Hein. Puis la liberté. Enfin, puis un autre, c'est quand même là, vous, hein, enfin, en tant qu'usager, il y a un moment, il faut arrêter de penser que vos données, on va en faire des trucs... allez vous chercher dans les bases de données. C'est sûr que la peur dans les données de santé, c'est que moi, dans les 10 millions de passages d'urgence, bah, j'aille me dire, bah, voilà, toi j'ai envie de savoir où t'es passé, quand t'es passé, qu'est-ce que t'as. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter d'aller trop loin dans le canevas de la CNIL au sens propriété des données. Donc je vais rajouter aussi une autre dimension. Là, ce dont tu parlais, Romain, c'est vraiment en amont. C'est qu'est-ce qui fait que les projets ne démarrent pas, où il n'y a pas d'accès à la donnée parce que lui il veut pas donner, parce que je ne sais quoi. Ensuite, il y a d'autres aspects, peut-être quand on a vraiment les mains dedans en tant que data scientist, il y a des aspects d'écart culturel. Donc on revient encore sur la notion d'anthropologie, mais la façon de travailler en général, plutôt start-up, plutôt tech, etc., design, elle est quand même profondément différente de ce qu'on trouve dans des structures, que ce soit la santé ou dans d'autres domaines. Donc déjà, il faut réussir à se parler. Il y a de l'incompréhension des deux côtés, pas que sur la façon de bosser, mais en gros quand on est du côté de l'expertise métier, c'est-à-dire là en l'occurrence en santé, en général la compréhension de ce que va permettre la data, de ce qui va être nécessaire pour le faire, etc., elle est basique voire nulle. De l'autre côté, le data scientist, sauf s'il a de l'expérience en santé, mais c'est quand même rarement le cas, il va pas avoir tout de suite en tête tous les enjeux qu'il faut avoir pour réaliser correctement le projet. Donc il y a beaucoup d'écarts culturels et d'écarts de connaissances, en plus de la méthode de travail. Et le dernier point, c'est que donc, la data, comme on dit, c'est un domaine qui est maintenant plus qu'en plein essor, hein, qui a pignon sur rue, où il y a beaucoup de projets, mais qui néanmoins est encore assez nouveau, notamment sur ce point-là, sur ce point que les gens ont encore une compréhension, les non-spécialistes, disons, ils ont encore une compréhension assez limitée de ce que ça veut dire de faire un projet data, de ce que ça implique, d'où sont les écueils, et il y en a beaucoup. Donc il y a aussi un taux d'échec sur les projets qui est assez élevé, pour des écueils qui, normalement, sont déjà identifiés, etc., et qui sont, en général, qui n'ont pas trait à la technique pure.
d'accord, qui ont plutôt trait à la qualité de la donnée à laquelle on a accès, sur les compétences, justement, les liens entre l'expertise métier et le data scientist. Et bon, des compétences pures data scientist également. Mais tout ça, ça fait que ça rend les projets difficiles à démarrer en amont. Quand ils démarrent, il y a un taux d'échec qui est élevé, ce qui fait que parfois les gens rétropédalent et disent en fait ça marche pas, alors qu'ils se sont plantés sur quelque chose qui aurait pu marcher, etc., etc. Donc il y a toute cette complexité-là aussi qui vient s'ajouter, même une fois que les gens se sont mis d'accord pour démarrer quelque chose. Ouais, moi je voudrais dire simplement, on voit un petit peu les freins, on voit un petit peu les difficultés, etc. Mais moi, je voudrais terminer sur une note plus optimiste que ça, pour dire que finalement, au début, c'est vrai que ça a été difficile, c'est vrai que cette première expérience a été compliquée, mais on voit que en fait, chacun, de toute façon, comprend mieux un petit peu ce que fait l'autre, et en fait, les expériences qui vont être faites après vont bénéficier considérablement de tout ça. Et je suis sûr que tous les freins qu'on a fait dans cette première expérience vont être levés dans la deuxième expérience, j'espère bientôt. Et donc en conséquence, moi je serais plutôt sur une note optimiste en disant que ça nous a permis justement de voir quels étaient les problèmes, de les identifier. Et ça ne me paraît pas une si grande complexité comme d'arriver à parer un petit peu à tous ces freins. Donc voilà, je pense que cette première expérience a été très intéressante. On a vu un certain nombre de choses, mais je pense qu'on peut assez facilement en tirer des conséquences pour la suite. Ah oui, mais Jean-François, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est un message optimiste dans le sens où on sait tu sais bien identifier, on a bien identifié les freins, donc il suffit de les lever après, voilà. Et puis encore une fois, je pense pour revenir sur un truc qui est le centre de notre voilà, le dataton, ce format-là, pour moi, est un très bon format pour régler pas mal de problèmes qu'on a énumérés, parce que finalement, on a regroupé plein de gens, des différentes prismes avec différents périmètres, et qui ont permis finalement de lever pas mal de choses. Voilà. Donc il faut continuer, j'espère qu'il y en aura un deuxième. Ouais. On espère aussi. Peut-être dans le Grand Est, je ne sais pas, on verra, non, je sais pas, non. Peut-être. Merci en tout cas à tous les trois. Bon, Jean-François, c'est ta maison maintenant. Mais voilà, merci d'être venus, Julien, Romain et Jean-François. Merci à vous d'être venus. J'espère vraiment que il y a des choses intéressantes que vous pouvez retirer de cette heure passée ensemble. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.